l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être avec nous pour cette émission Grand Débat sur Tempo Afrique. Une émission qui vous est envoyée par votre collaborateur direct Serge Nyawa depuis le pays de l'oncle Sam. Nous avons eu beaucoup de sujets. Nous avons débattu ces sujets, des sujets d'actualité, et nous continuons toujours d'en débattre. Aujourd'hui, c'est le même sujet qui va continuer. Mais nous avons choisi d'être encore plus spécifique en parlant de ce sujet. Avant de vous annoncer, de vous parler de ce sujet, je voulais tout de même vous présenter mes amis avec lesquels je vais faire cette émission de Grand Débat. Merci à Malik Sall qui assure la production de cette émission. Rapidement, je voudrais vous dire qu'ensemble, nous allons quand même décortiquer le sujet qu'on vous envoie. Alors, soyez prêts pour nous appeler au numéro qui est sur votre écran. Revenons dans ce studio pour vous présenter M. Yves Kenao, qui a été toujours avec moi pour essayer de vous amener beaucoup d'informations sur des sujets qui sont brûlants. Yves, encore une fois de plus, merci d'être avec moi. Bonjour Serge Nyawa et chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Bonjour. Je profite de l'occasion pour souhaiter prompte guérison à notre confrère Atisso Komivi, qui est souffrant et qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Merci. Merci mon cher Kenao. Ça se voit, vous êtes beaucoup en forme ce matin. Et ça se voit. Je le suis. Merci d'être avec moi. Et c'est un honneur de vous avoir toujours à côté de moi. Voilà. Nous ne sommes pas des jumeaux, mais nous devenons encore plus que des jumeaux. Voilà. De l'autre côté, à Tennessee, nous avons M. Adolphe Danga. Monsieur Adolphe Danga, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce sujet. Un sujet que, en tout cas, vraiment, vous connaissez. Je pense que, avec vous, les Togolais vont encore apprendre mieux. Merci d'être avec moi, Danga. Merci beaucoup, le frère Serge Nyawa, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous. Big up. Je crois qu'on ne vous attend pas. Big off. On ne vous attend pas. Le volume. Voilà. Big up. Merci donc Adolphe. Alors pour aujourd'hui, nous allons toutefois parler du discours du président Faure Gnassingbé, le président togolais, un discours qu'il a prononcé à la nation depuis le 3 janvier dernier, un mercredi, à 20h17. Ce discours a été quand même accueilli par beaucoup de Togolais. Il y a eu plein de critiques, mais vous savez, quand Tempo Afrique TV s'ingère dans une histoire, on a encore beaucoup d'informations comment il faut se comporter. Alors on va parler de ce discours et on va parler de la différence entre Faure Gnassingbé
et puis monsieur Kabila Joseph. Est-ce qu'il y a une similarité? Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce qui lie ces deux personnes? N'oubliez pas aussi que Edem Kodjo est allé jusqu'en RDC pour servir de médiateur et qu'il a envoyé. C'est M. Kabila qui l'avait envoyé. Donc, il faudrait qu'on sache. C'est M. Faure qui l'avait envoyé. M. Faure qui l'a envoyé, bien sûr, voilà. Pas M. Kabila, M. Faure qui l'a envoyé. Merci encore, c'est pourquoi vous êtes là pour essayer de me pauler. En dernière position, nous allons parler de George Weah, ce président qui a été élu pour gouverner aujourd'hui le Libéria. C'est un jeune. Vous avez vu son parcours de football à la présidence. Sinon, je dirais d'un enfant de ghetto à la présidence. Et vous avez vu, c'est une intelligentsia vraiment hors pair. Alors, revenons rapidement pour essayer de parler un peu de ce discours. Avant même de disséquer ce discours, mon cher Kenao, alors dites-nous comment est-ce que vous avez accueilli le discours du président Faure Gnassingbé à la nation togolaise. Le discours de Faure Gnassingbé est un discours comme il fallait s'y attendre. C'est un discours traditionnel, un discours au cours duquel chaque président ne fera que présenter un bilan positif de son mandat. Et c'est ce que Faure Gnassingbé a fait. Bien sûr, l'opposition s'attendait à quelque chose de plus que ça. De plus nouveau? De plus nouveau, mais c'est toujours un discours de... J'ai dit traditionnel. Quand je dis traditionnel, un discours typique de fin d'année des chefs d'État africains, où il faut venir pendant une quinzaine ou une vingtaine de minutes parler de ce qu'on a fait de bon, de ce qu'on pense faire, et ce qu'on demande aux autres de faire. Tu comprends? Bon, l'opposition s'attendait à entendre une ouverture allant dans le sens de démission, ou bien de départ, ou bien de dialogue en tant que tel. Ou bien de parler même des élections, ou bien de dire que je ne vais plus me présenter. C'est ce que l'opposition attendait réellement dans ce discours, pour qu'il soit un discours exceptionnel ou bien un discours hors cadre. Bon, mais vous savez, Faure Gnassingbé ne va pas le dire. Un président africain, je n'ai pas encore vu un président africain qui viendra dire que tout ce que l'opposition demande, je lui donne. Non, je n'ai pas encore vu. Donc ce discours, je le classe dans le discours traditionnel des chefs d'État africains. Et il n'y a rien de nouveau que j'ai appris dedans. Sans te mentir, hein, il n'y a rien de nouveau que j'ai appris. Donc vous voulez dire que c'est le même discours depuis 2016, 2017, le même discours. C'est le même discours. Et donc, tout ce qui peut être nouveau, c'est le dialogue auquel on invite les Togolais, c'est tout. Mais le dialogue... qui ne vient jamais. Le dialogue, on ne l'a pas encore vu. Qui ne vient jamais, c'est ça. C'est la seule chose qui est un peu de nouveau dans ce discours de 40-45 minutes. C'est d'une vingtaine de minutes, j'allais dire plus précisément. Voilà. D'accord. Je crois qu'il a fait près de 17 minutes. Voilà, près de 17 minutes. Merci donc, mon cher Kenao. Rapidement, de l'autre côté, M. Adolphe Danga. Comment est-ce que vous avez appris, sinon, quels sont les tenants et aboutissants du discours de M. Faure Gnassingbé? Qu'est-ce que vous avez appris dans ce discours? Bon, d'abord, merci de m'avoir donné la parole. Comme le frère Kenao l'a dit, et le discours a été fait le 3 janvier et ça a tardé un peu. Normalement, il le fait avant la fin de l'année. Donc, la population croyait qu'il allait surprendre le peuple togolais avec quelques nouveautés, surtout la crise que traverse le pays. Et moi-même, je m'y attendais, mais finalement, je ne vois rien de nouveau. Et comme M. Kenao l'a dit, peut-être le mot discours est juste à la lèvre. Hein? C'est sur les lèvres que le mot discours était sorti. Je dirais dialogue était sorti. Il faut dire que le dialogue, c'est ça qui est privilégié. Mais est-ce que c'est vrai que ce qu'il disait venait de son cœur? Est-ce que, il pensait vraiment aller au dialogue, appeler les autres et s'asseoir pour discuter de ce qui se passe au Togo? Je ne pense pas.
Même aujourd'hui, déjà, on commence pas à parler des élections législatives. Donc, ça dit le contraire déjà à ce qu'il venait de dire au cours de son discours. Et vraiment, c'est les dialogues. Ces discours, je dirais, c'est le même discours chaque année, les grandes réalisations. Et je me demande quelle grande réalisation a été faite au Togo. Quelle grande réalisation, je ne sais pas. Et le Togo est tellement en retard que nous devons courir. Nous devons vraiment courir. Et je ne vois pas de réalisation en tant que telle. Mais c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a écrit ça. Mais c'est quelqu'un qui a écrit ça et puis il a lu. Et puis bon, on s'en fiche de ce qui est dedans, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, tout ce qui a été dit dans ce discours, je dirais que c'est juste les mots. Juste les mots. C'est une cérémonie qu'on fait chaque année, puis ça finit. Donc, je suis un peu désolé de tout le contenu du discours qui est seulement les mots, les lettres. Et je ne pense pas que rien serait vraiment pris au sérieux. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qui se devait prononcer comme discours pour que la population togolaise puisse, en tout cas, être d'accord? Parce que nous avons vu que ce sont toujours les mêmes discours depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. C'est les mêmes discours qui arrivent, mais est-ce que le Togo avance avec ces discours? Non, Monsieur Serge, le Togo n'avance pas. Peut-être c'est pour une minorité qui s'accapare des richesses du pays et leurs enfants qui vont dire que le Togo avance. Peut-être ça avance en leur profit, c'est tout. Et la majorité, à plus de 90%, souffre, ne trouve même pas du gari à manger. Donc, je vais dire que normalement, moi, je croyais qu'en tant que père de famille, par exemple, si quelque chose se passe dans ta maison, et même si toi-même tu as raison et les autres ont tort, il faut les appeler parce qu'il y a du bruit dans ta maison, donc tu ne serais pas à l'aise, tu ne peux pas dormir. Et ça, c'est vrai. Tu les appelles et vous vous asseyez pour voir quelle solution vous pouvez trouver à des problèmes qui surviennent dans ta maison. En tant que chef d'État, il est je dirais, le père de toute la famille togolaise. Ceux qui sont au pays ou ceux qui sont à la diaspora, c'est lui qui est le président aujourd'hui. Qu'il soit légal ou non, selon quelqu'un ou quelqu'un d'autre, c'est lui qui est président. Donc, moi, je croyais qu'il devait aller au-delà pour appeler et les opposants, et la partie civile, et même les sages du pays pour s'asseoir, lui-même présent, pour dire qu'est-ce qui se passe. Ok, lui, qu'est-ce qu'il pense de cette crise? Qu'est-ce que lui, il veut? Il peut écouter les autres comme, je ne sais pas, il y a des gens au pays qui peuvent penser que, vous savez, ce qui se passe, c'est vrai, nous réclamons ceci, mais nous pouvons faire des concessions. Et au niveau du pouvoir, vous voulez ceci, on peut faire aussi des concessions. Moi, personnellement, je ne suis pas un politicien, mais je veux la paix, je veux la réconciliation, je veux le dialogue. Et c'est ce que j'ai étudié à l'école. Donc, comment maintenir la paix? Comment amener la paix? Appelez les autres, asseyez-vous. Donc, moi, selon moi, dans ce discours, le président Faure allait dire, le peuple togolais, je vois la situation que vous traversez ou bien que nous tous nous traversons. Je veux rencontrer personnellement les dirigeants des partis politiques, des sociétés civiles et même, pourquoi pas, quelques chefs cantons pour s'asseoir ensemble et discuter, trouver la solution à cette crise. C'est ce que je m'attendais. Mais malheureusement, je n'ai pas vu ça. D'accord, je crois qu'on va revenir sur certains points rapidement. Mon cher Kenao, est-ce qu'on peut qualifier ce discours d'un discours manqueur, un discours de manquerie, dans la mesure où aujourd'hui,
D'abord, il a salué les Togolais, il a aussi parlé des blessés, il a parlé des événements et il a promis pour ces manifestations-là que les coupables soient arrêtés et que la justice fasse son travail. Un discours qui prononce comme ça. Alors qu'on parle d'un dialogue où on doit appeler tous les opposants à se réunir autour d'une table. Mais au fur et à mesure on fait ce discours, il y a des opposants qui sont emprisonnés. Plus d'une centaine d'oppositions emprisonnées. Et on fait un discours. Est-ce que c'est un discours rassembleur ou bien un discours moqueur? Là encore, il faudrait, M. Serge, il faudrait que nous soyons sérieux. Pour le président actuel, Faure Gnassingbé, c'est un discours sincère. Pour lui, c'est un discours sincère. Pour lui, c'est un discours sincère. Mais pour les Togolais, c'est un discours sincère. Et pour lui aussi, c'est un discours qui vient d'un chef d'État, d'un président de la République togolaise, qui est au-dessus des autres. Donc, il est le père de la famille, il est le père de la nation. Je ne le dis pas qu'il a donné l'indépendance. Il faudrait que je sois clair. Je ne dis pas que c'est lui qui a donné l'indépendance au Togo. Je ne dis pas ça. Je dis, quand je dis le père de la nation, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est lui qui est le papa du Togo. Voilà, c'est en ce terme-là. Maintenant, il se dit qu'il doit prendre ses responsabilités et rassurer la population que quiconque va violer les lois de la nation sera puni. Non, il a dit qu'au niveau de ces manifestations qui sont passées depuis 19 août jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Donc la justice, des enquêtes, des investigations doivent être faites pour mettre à nu ces gens-là qui sont à la base. Et ils seront jugés. Politiquement, c'est ce qu'il faut dire. Quand vous voyez les bombes ici, les actes de terroristes aux États-Unis, en Angleterre, partout, quand le président sort, ou bien le maire, ou bien le gouverneur sort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons faire des investigations et traduire les coupables à la justice, devant les tribunaux. Bon, ça passe. Mais si vous êtes de l'opposition, ce discours-là, c'est comme un couteau qu'on vous a envoyé au dos. Alors comment l'opposition pourrait réagir? C'est ce que je dis. Pour l'opposition, c'est un discours moqueur. C'est que c'est un discours qui montre qu'il ne se soucie guère de la situation du Togo, qui ne se soucie guère de tout ce que l'opposition fait ou dit comme revendication. Si vous êtes de l'opposition, c'est comme ça que vous allez prendre ce discours-là. Et ça fait extrêmement mal. D'attendre que vous dites que vos éléments, vos supporters sont en prison, vos supporters sont pourchassés, vos supporters, certains de vos supporters sont morts, et qu'on vous dise qu'on va punir, sanctionner ces personnes-là. Si vous êtes de l'opposition, ça va vous faire extrêmement mal. Vous allez vous poser la question, mais quel est ce dirigeant, quel est ce responsable? Vous voyez? Donc, ça dépend du côté dans lequel vous êtes. Si vous êtes du parti au pouvoir, vous allez dire que le discours n'est pas fort, qu'il fallait dire des mots forts pour décourager. Oh, s'il vous plaît, je ne dis pas que le président... Non, voilà. Non, mais nous sommes là pour dire la vérité, parce que sur ce plateau, il faudrait qu'on soit sincère avec tous ceux qui nous regardent. Donc ce que vous êtes en train de dire... Je ne dis pas que le président n'est pas fort, non. C'est-à-dire que les mots qu'on devrait utiliser devraient être des mots beaucoup plus forts pour décourager les manifestants ou ceux-là qui veulent manifester, si vous êtes du pouvoir. Mais, normalement, ce qu'il manquait, moi je peux dire que ce qui manquait dedans, je ne sais pas, l'émotion du partage de la souffrance du peuple manquait dedans. On va y arriver. L'émotion. C'est-à-dire que, bon, quand je dis l'émotion, c'est-à-dire que le président devrait faire, devrait montrer à la nation qu'il partage la peine de la nation. C'est ça. Je ne sais pas, parce que je suis longtemps aux États-Unis que je reçois ça comme ça. Cette partie de l'émotion manquait un tout petit peu dans le discours. Même quand vous voyez le body language,
quand vous voyez le body language, cette émotion de faire sentir à l'autre qu'on partage sa peine, manquait dedans. Ça veut dire qu'il ne s'est même pas montré émotionnel vis-à-vis du peuple togolais qui l'attendait à des fins utiles. Voilà. Enfin, c'est comme ça que c'est cet élément-là que moi j'ai trouvé qui manquait réellement dans ce discours. D'accord. Monsieur Adolphe. Oui, Serge. Alors, dans ce discours, le président Faure Gnassingbé a dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est venu faire connaître vis-à-vis de ceci? Tu sais, il y a longtemps, nous entendions parler son papa, Gnassingbé Yadema, dire la même chose, qu'il faut une continuité. Mais la première question que moi je dois me poser, c'est que après l'indépendance, tous les présidents africains qui savaient qu'il y avait même la démocratie en France, en Amérique et en Europe partout, ils n'ont pas cherché à suivre ce que eux ils faisaient pour installer la démocratie dans nos pays. Ils ont banni tous les partis politiques. Ils étaient devenus, je dirais, dictateurs parce que c'était en quelque sorte un seul parti dans des pays africains. Donc, si vous voulez tisser la corde au bout de l'ancien et que vous ne voulez pas suivre ce que les autres font, vous nous mentez. De deux, quand le père Eyadema prenait le pouvoir et lorsque l'avènement de la démocratie a commencé, il disait les mêmes mots que le fils est en train de dire maintenant. Nous allons suivre encore la dictature ou bien nous allons faire quoi? Pour eux, ils sont les démocrates, ils sont en démocratie. Et pour changer le président, je ne sais pas, ce qui est dans leur tête, c'est trouver quelqu'un aussi dans le même parti pour continuer, je ne sais pas. Mais je comprends très bien que... Monsieur Adolphe, Monsieur Adolphe, oui, j'ai cru entendre chercher quelqu'un pour le remplacer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? oui, vous savez souvent, ceux qui dirigent les pays, si le peuple veut qu'ils partent, ou bien s'ils sont là-bas il y a très longtemps, et veulent partir, ils veulent garantir leur avenir. En mettant quelqu'un là-bas de leur propre parti, donc ils vont toujours continuer à piller le pays. Eux, ils sont en paix dans le pays et aller où ils veulent. Leur compte à l'étranger serait toujours garanti ou bien protégé. Et donc, selon vous, ce qui est dans la tête de notre président. Selon vous, oui. Qui on propose? Qui la France proposerait? Selon vous, dans votre, comment on appelle, dans votre conscience. Oui. Selon vous, qu'est-ce que la France, qui la France proposerait? Ce serait difficile de le dire. D'accord. Je crois qu'on va y arriver. D'accord. Propose quelqu'un. D'accord. D'accord. Monsieur Kenao. Ouais. Monsieur Kenao. Donnez une seconde. Allez-y, allez-y. Ok. J'ai lu beaucoup de choses. Les gens disaient que la France cherchait à remplacer Faure par Bojona. Et certains parlaient de Bokor. Mais je dirais que France va préférer Bojona à Jean-Pierre Fabre ou à Tikoui, ou peut-être à Agboibo. Parce que Bojona n'est pas différent de Faure. Ce serait une opportunité pour lui de prendre le pouvoir. Il n'est pas, en tout cas, selon moi, démocrate, parce qu'il n'était pas opposant. Lui, c'est qu'il a un problème. Il a un problème avec Faure, c'est tout. Vous me comprenez? Mais ce n'est pas ça mon souhait quand même. D'accord. Monsieur Kenao, je crois que vous avez attendu Monsieur Danga. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose.
Mais avant d'ajouter quelque chose, vous savez que le président Faure a fait un discours qui a été accueilli à bon escient par le gouvernement lui-même. Mais dans ce discours, au même moment, nous savons que les richesses au niveau du Togo qui sont en train d'être exploitées, on ne voit pas comment Faure pourrait faire le partage de ces richesses entre le gouvernement et les Togolais. Il n'a pas parlé du pétrole qu'on a eu au large même de la côte togolaise. Il n'a pas parlé aussi comment est-ce que le phosphate est en train d'être exploité. Qu'est-ce que ça apporte aux Togolais pour dire, voilà, nous allons changer maintenant la vie des Togolais parce que le Togolais mange une seule fois par jour avec une souffrance et il continue. Monsieur Kenao. Bon, l'un de vous décourager, je ne pense pas que c'était le lieu pour le président d'aller expliquer au peuple. Il a un ministre des Finances et de l'Économie. C'est le job, le travail du ministre de Mais s'il n'a pas donné ce ministre à dire ce qui se passe, lui, voilà, autant il peut le dire, parce que c'est un discours de la nation. C'est un discours de la nation. Et à la fin de l'année. C'est là qu'il a dit les grandes choses que son gouvernement a réalisées. Donc c'est au ministre des Finances et de l'Économie, ou bien au ministre, je ne sais pas, des mines et des ressources, d'expliquer aux Togolais le processus qui fait rentrer l'argent au Togo. Et ça, c'est l'Assemblée nationale qui doit interpeller le ministre. Si on veut suivre les règles de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale qui interpelle le ministre des Finances de venir expliquer aux représentants du peuple comment se fait la gestion des revenus du Togo. Vous voyez? Et si ce n'est pas clair, l'Assemblée appelle le chargé des mines au niveau de phosphate, de l'énergie au niveau du pétrole, sur la large des côtes togolaises, d'expliquer. Bon, nous avons appris qu'il y a exportation du pétrole au Togo. Sais-tu cela? Si tu le sais, qu'en est-il exactement? Où vont les fonds? Tout ça là. C'est maintenant ces petites règles démocratiques que nous devons instaurer dans nos pays. Ça permet, et tout ça là, toutes ces informations-là seront enregistrées au journal officiel du pays. Et ça permettra donc aux citoyens de pouvoir aller consulter exactement ce qui se passe, ce qu'on fait des revenus du pays. Dans la majorité des pays africains, il n'y a pas ça. Donc, pour ça, peut-être que c'est un souhait pour la prochaine fois, dans les jours à venir, que l'Assemblée saisisse le ministre des Finances et de l'Économie du Togo pour qu'il explique aux Togolais la gestion des revenus de phosphate, du pétrole et des autres, et même du tourisme, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Merci mon cher Kenao. Monsieur Adolphe, de l'autre côté, je crois que le président Faure a parlé de la cohésion sociale. Et il a parlé aussi du choix de la démocratie. Alors, on veut comprendre de quoi il s'agit quand on parle du choix de la démocratie. Et il dit que cette démocratie implique aussi que l'ensemble des acteurs politiques acceptent de se conformer aux règles et d'exercer ses prérogatives dans le respect des droits et libertés de tous les citoyens. Monsieur Adolphe, est-ce que ce même droit dont il est en train de parler, est-ce que cette même démocratie dont il est en train de parler est suivi chez lui? Vous le savez, vous avez beaucoup d'informations et vous savez comment est-ce que le président a pris, comment on appelle le pouvoir en une seule heure, en une heure. Quand on parle du ministre directement au député de l'Assemblée nationale et en même temps au président de l'Assemblée nationale et en même temps président de la République togolaise. Comment on peut parler de la démocratie quand on ne respecte pas cette démocratie? Non mais vous savez, en Afrique, ces présidents, ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils sont les plus forts. Et comme on le dit souvent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne respectent pas ces règles. Mais ils veulent imposer les autres à se soumettre à eux, à se soumettre à des règles qu'eux, ils mettent en place.
C'est ça le problème. Ce que eux ils ont fait, ils ne vont pas permettre cela à l'opposition ou à quelqu'un d'autre de le faire. Mais pourtant, c'est eux, ils ont la force et ils gouvernent, ils ont l'armée. Donc, s'ils disent, ok, nous ne voulons pas ça, ils veulent que vous ne fassiez pas ça. Et faites ceci, vous allez le faire. Vous vous conformez à leur volonté. Et c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Mais ce n'est pas ça la vraie démocratie. Ce n'est pas ça la vraie conformité aux règles. Les règles doivent être impartiales. Les règles doivent s'appliquer à tout le monde. Dans un petit village jusqu'au président dans une grande ville ou bien la capitale. Mais eux, ils s'en fichent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, vous faites ça. Ensuite, on parle de la paix, on parle de la cohésion. Ben, son papa parlait toujours de la paix au Togo. Tu ne peux pas broncher, tu bronches, on te prend. Donc, tu es comme ça. Quoi? Tu ne trouves pas manger? Quoi? Là, il y a la paix. Et c'est selon lui, c'est cette paix dont lui parle. Et ce n'est pas ça la vraie paix. Et c'est ce que le fils fait encore. Moi, je dis que le gars, il a besoin d'aide. D'accord. D'accord. Mon cher Kenao, ouais. Je crois que c'est ce même discours qu'on est en train de décortiquer. Ouais. Dans ce même discours, ouais. M. Flore Yassingbe a quand même dit bravo aux militaires. Et il a mis en garde certains militaires qui vont lui tourner le dos. Et non seulement cela, mais est-ce qu'on peut dire que ce discours qu'il a prononcé aujourd'hui, est-ce que ça sera le dernier discours? Qu'est-ce que vous entendez par dernier discours? Quand je dis dernier discours, est-ce que l'opposition pourra arriver à le renverser ou bien à prendre le pouvoir par les élections? Voilà. À prendre le pouvoir par les élections. Les élections, on ne voit pas si les élections vont arriver aussi. Ok. Je ne pense pas que ça soit le premier, soit le dernier discours. Je ne pense pas. Pour simple raison que le Togo est un pays exceptionnel. Il y a toujours une exceptionnalité togolaise. Parce que là où moi je pensais qu'il allait perdre le pouvoir est déjà passé. Vous y croyez? J'y crois. Parce que le moment où il devrait partir, il n'est pas parti. Maintenant qu'on rentre dans les négociations, c'est autre chose. Donc vous croyez que monsieur le président Flore Yassingbe va toujours rester au pouvoir et que les... Non. Je veux parler de 2020. Allez-y. Je veux parler jusqu'à 2020. Je me dis qu'il a encore un autre discours de fin d'année ou de début d'année à faire. D'accord. Donc je vous apprends. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un internaute togolais qui a dit au président Flore que monsieur le président Flore, c'est le dernier discours que vous avez prononcé. Vous n'avez pu prononcer un discours. Ok. Peut-être qu'il a mis les pieds sur quelque chose. Peut-être. Je compte sur quelque chose. Mais tout ce que je peux dire, pourquoi je dis que je ne pense pas que ce soit un dernier discours, je l'ai déjà dit, il y a des forces. Il y a des moments, si on prend le cas de hockey et hockey sur glace, il y a au cours du match de hockey, il y a ce qu'on appelle power play. C'est-à-dire que le power play là, c'est vous qui dominez, c'est vous qui faites tout. Vous faites la pression, vous mettez 1 à 2 minutes de pression sur l'équipe adverse. Voilà. Il a subi la pression qui devrait le faire claquer. C'est comme un réseau. La tornade a soufflé, le réseau s'est plié, et quand la tornade est passée, le réseau s'est relevé. C'est pourquoi je dis que je ne pense pas, jusqu'en 2020, je ne pense pas que ce soit le dernier discours. Mais après 2020, je ne sais pas ce qui va se... À partir de 2020, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais pour le moment, au moins, il a encore un discours ou deux à prononcer. Mais
Voilà. D'accord. Revenons sur ce point de dialogue. Ouais. Il a parlé de dialogue. Un dialogue inclusif. Il appelle autour d'une table toute l'opposition à ce jeune à lui. Et c'est au bout de ce dialogue qu'on aura maintenant un référendum et la démocratie sera en marche. Est-ce que vous le cautionnez? Vous savez, ce n'est pas que je dis et je le répète. On ne peut pas ne pas s'asseoir. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'y aura pas de dialogue au Togo, c'est faux. Mais l'opposition n'est pas prête pour dialoguer aujourd'hui avec le président. Et c'est ça le danger. C'est ce que je dis. C'est ça que chaque fois je dis. C'est ça qui fait que Faure Gnassingbé arrive toujours à être au pouvoir. Et c'est ça qui constitue aussi l'exceptionnalisme togolais. Nous n'allons pas toucher quoi que ce soit avec ce type-là. Oh, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou pas, Faure Gnassingbé est toujours, à preuve du contraire, leur président. Ces mêmes types sont au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est Faure Gnassingbé qui signe les salaires des députés. Et ceux-là prennent le salaire des députés. Mais ils ne veulent pas s'asseoir autour de la table avec Faure Gnassingbé pour négocier. Pourquoi vous prenez l'argent du peuple togolais au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi? C'est Faure qui signe toujours l'argent là. S'il n'est pas votre président, ne prenez pas les perdants de l'Assemblée. C'est là que je dis. Or, en jouant à ce jeu-là, il donne la force à Faure Gnassingbé. Faure ira seul ou avec l'opposition ou sans l'opposition. Mais nous avons vu la sortie de M. Tipi Atadam qui dit que le président Faure appelle au dialogue, mais il ne met pas en place comment arriver à ce dialogue pour qu'eux puissent venir, parce qu'il ne leur donne pas l'occasion de se présenter. Parce qu'il ne faut pas appeler au dialogue et puis ne pas mettre en place l'aboutissement de ce dialogue. Qu'est-ce que le Togolais appelle mettre en place? Quand ils ont commencé par tourner autour des capitales africaines et européennes, quelle était la condition? On s'est levé un matin, on les a appelés, rendez-vous à Paris, ils se sont rendus à Paris. Allez à Conakry, ils se sont rendus à Conakry. Quelles sont les conditions? Après avoir fait ces milliers et milliers de tours du monde, quelles conditions, cher Niawa? C'est là que je dis, il donne l'occasion à Faure d'être président. Et encore une fois, je suis surpris. Je regrette de te le dire. Si les choses vont à cette allure, Faure sera président. Et il va continuer d'être président. Il va continuer d'être président. Et il va changer la constitution. Il va changer la constitution. Et si nous continuons par croire qu'en restant dehors, qu'en disant oh non, moi je ne vais pas, Faure va aller. Mais vous-même, vous l'avez dit. Alors que la seule chose qui puisse empêcher Faure, c'est la force physique. Mais vous-même, vous l'avez dit la fois dernière. Ce fameux dialogue qu'on attend qui n'arrive jamais. Alors, tu sais qui pouvait faire arriver ce dialogue si ce n'est pas le président de la République? Non, je vais te dire une chose. On attend toujours que Paris donne l'ordre d'aller au dialogue. Je te jure. Donc l'opposition attend Paris pour donner l'ordre. L'opposition attend Paris. Et l'opposition veut se libéraliser aujourd'hui de Paris. Il ne peut pas. C'est incontournable. Si vous avez suivi mon émission de mardi, c'est ce que je disais. L'opposition n'attend, le gouvernement n'attend que Paris. L'opposition n'attend que Paris. Le Togolais, en un mot, n'attend que Paris pour entamer le dialogue. Mais en ce moment, où est l'opposition elle-même? Ne dis pas où est l'opposition elle-même, où est le gouvernement lui-même? C'est pourquoi je vous ai dit, dans l'émission, je disais que dire qu'on est indépendant, c'est vrai. L'indépendance ne se proclame pas, M. Serge. L'indépendance se vit. Un homme indépendant ne proclame pas qu'il est indépendant. Il vit son indépendance. Il la prouve en exerçant indépendamment, en prenant indépendamment les décisions. Mais quand vous dites que vous êtes indépendant et que vous attendez de quelqu'un d'autre de vous dire ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas indépendant. Les Togolais attendent toujours Paris.
que d'on sait de leur dire exactement, allez à telle date au référendum. Et ils iront. Et ils iront. Monsieur Serge, ne sois pas surpris. Si un jour tu entends que les Togolais commencent le dialogue, c'est que Paris a dit telle date commencer le dialogue. Donc, je suis surpris. Hein. Donc l'opposition n'existe pas. Ce n'est pas l'opposition seule. C'est les deux partis. Le gouvernement attend aussi Paris de lui dire ce qu'il faut faire. Tout ce que le gouvernement togolais fait, c'est de Paris. D'accord. Donc, quand je vois le schéma, M. Adolphe a parlé de législative. Mais ça, c'est le plan de Fonia Sibé. S'ils refusent le dialogue, je les amène aux élections. Ah, parce que si le dialogue est accepté, c'est qu'on va directement au référendum. Au référendum. Et puis... Oh, s'ils refusent le dialogue, ils vont aux élections. S'il faut rafle, s'il faut rafle tout à l'Assemblée, Ford n'a pas besoin du référendum pour changer quoi que ce soit. S'il a les 4/5e à l'Assemblée, d'emblée l'Assemblée seule change tout et le mot en aucun cas est enlevé. Et s'il veut, on enlève les limitations et on revient à zéro. Tu vois le danger, c'est pourquoi moi, je dis, je répète, je dis, si l'opposition togolaise m'écoute, moi, Yves Kenao, je leur demande d'exiger ce référendum et ce dialogue, de l'exiger. Et de fixer même les dates, aussi, le plus tôt que possible. Et au cours de ce dialogue, de demander à Fonia Sibé qu'eux, ils veulent tous participer à son gouvernement d'union. Tous, sans exception. Quand je dis tous... Vous croyez qu'avec ce gouvernement d'union, Ford pourra mieux lancer ses projets parce que... Il ne peut pas. C'est là, l'opposition ne comprend pas. Donc on peut parler de gouvernement d'union. Non, on parlera de gouvernement d'union. Pourquoi? Parce que tous les tenants de la coalition des 14 partis sont dans le gouvernement. Monsieur Atipi, quand je dis d'aller, Monsieur Atipi même doit accepter un poste ministériel. Monsieur Fabre doit accepter un poste ministériel. Adjamagbo Brigitte doit accepter un poste ministériel. Ils sont dedans. Ils voient ce que Ford fait. Ils vont en mission à l'étranger. Ils rencontrent des autres personnalités politiques des autres pays. Ils vont vivre ce que c'est que gouverner. Ils vont vivre ce que c'est que l'ambiance des négociations où il y a l'ambiance des gouvernements. Et à partir de ça, il serait très difficile à Fonia Sibé de prendre quelque décision que ce soit. Parce qu'il traite avec de grands responsables et non de petits envoyés des partis politiques. C'est ça que le Togo ne fait pas. Ça a été fait dans tous les pays où il y a eu alternance. Mais ça n'a jamais, durant 27 ans, ça n'a jamais été fait au Togo. Chaque fois, oh non, on ne peut pas s'associer à ce régime-là. Et ce régime s'associe à vos dirigeants. D'accord. D'accord. Monsieur Danga, qu'est-ce que vous lui dites? On parle bien sûr du dialogue qui n'arrive jamais et les Togolais veulent réellement non seulement un changement, mais on ne peut pas aller à ce changement sans toutefois dialoguer. Oui, le dialogue c'est très important et je suis parfaitement d'accord avec Yves Kenao. Le mal au Togo, c'est vrai que le dictateur Eyadema était tellement fort. Et quand certains rentrent dans le gouvernement, on dit on les achète. Ou soit s'il y a de dialogue, bon, on accepte les choses et puis on met ça quelque part. Et on a fait plus de 20 dialogues. Maintenant, c'est comme les Togolais sont fatigués, ne veulent plus de dialogue. Mais ça, dialogue, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a la force de renvoyer le président, comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est bon. Mais si on n'a pas cette force, qu'est-ce qu'on peut faire? À part de dialoguer et s'imposer au cours du dialogue. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'au début, c'était vraiment fort que, bon, les Togolais, nous, on croyait que non, bon, dans quelques jours, les choses vont changer. Mais finalement, on n'est pas dans ce schéma. On n'est pas dans ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont lancé le mot dialogue, et après tout, bon, ils ont commencé par balancer les choses, changer les choses. Aujourd'hui, ils commencent par parler de l'élection.
Mais moi, je dis, si l'opposition peut changer de tactique aujourd'hui, l'opposition peut dire, nous, groupe 14 là, on veut rencontrer Fort. Et s'il veut quelques-uns dans la délégation avec lui, on fixe une date, on veut le rencontrer. Fort va avoir peur. Parce qu'il va savoir que ces gens-là, ils ont commencé par comprendre quelque chose. Ça, c'est très vrai. Puisque le gars, il est fort, il faut le savoir. Le gouvernement est fort, il faut le savoir. Mais c'est à l'opposition d'être malin. Il faut être malin. Bon, quand il faut parler de dialogue là, si l'opposition disait allons au dialogue, et nous on va poser nos conditions, vous allez poser vos conditions, ce serait très dur en ce temps. Ce serait très dur. Même si on devait continuer par marcher là, on devait accepter les dialogues. Peut-être que, bon, nous tous on a tort avant, mais aujourd'hui, en voyant les choses, il faut être très malin. Donc, sans mentir, je ne sais pas si l'opposition nous écoute. Moi, je leur dis, c'est vrai, le peuple veut un changement aujourd'hui, mais des fois, ce n'est pas facile comme ça. Le peuple ne peut pas comprendre. Mais eux, ils sont devant, ils doivent chercher des tactiques très rapidement pour pouvoir parler avec Fort. Ok, si tu veux rester au pouvoir jusqu'à 2020, that's ok. Mais nous voulons un gouvernement d'union, comme Kinao l'a dit. Tous, ils vont imposer leur poste. Et après tout, ils vont trouver quelques concessions et tout le monde est dans le gouvernement. Pourquoi ils ne devaient même pas réclamer le poste de Premier ministre? Voilà, voilà. Et pour aller aux élections maintenant, s'ils disent, nous serons le Premier ministre, nous serons le ministre de l'Intérieur, nous serons le ministre de la Défense. On va dire non, défense, non, personne ne peut prendre. Vous dites ok, prenez défense, nous on prend l'intérieur. Voilà. Parce que vous pensez à quoi? Vous pensez aux élections déjà. Mon frère, voilà. Si quelqu'un est fort là, voilà. Tu peux être proche de lui. Voilà. Si tu es proche de lui, il va avoir peur de toi. C'est pour cela, moi souvent, si tu commences par me menacer ou bien ceci, je t'appelle, je dis, alors on va s'asseoir ensemble. Tu vas commencer par avoir peur de moi. Voilà. Monsieur Adolphe, oui. Vous avez compris la tactique. Vous êtes un sage. Il faut faire appel à son ennemi. Il faut être à côté de son ennemi pour mieux le connaître. Pour mieux le connaître. Vous n'avez pas remarqué que ça fait 27 ans que nous avons toujours refusé Exactement. On ne veut pas s'associer à ce régime. Et le régime nous dirige toujours. C'est ça. Et il continue de le faire. Hein? Aujourd'hui, par exemple, si vous me donnez une minute, aujourd'hui, certains appellent l'armée de libérer le pays. Est-ce que l'armée a la confiance de l'opposition? Voilà. Qui, dans l'opposition, comment on dit ça? Qui, inspire la confiance à un général, par exemple? Je ne sais pas. Mais si vous étiez dans le gouvernement, à chaque fois que vous êtes dans le gouvernement, vous tissez des relations. Sûr. Voilà. Bon, Zimbabwe, par exemple, c'est le vice-président, il est très proche du général qui s'est levé contre Mugabe. Si le général n'était pas contre Mugabe, rien ne peut se passer. Le mal du Togo, c'est qu'il n'y a pas cette relation, il n'y a pas cette intimité-là. Il n'y a pas. Parce qu'on est toujours à l'écart et on critique seulement. Je ne sais pas si les gens peuvent me comprendre. En tout cas, moi, je vous comprends parfaitement. Oui, mais il y a une culture politique très mauvaise au niveau de l'opposition au Togo, si vous me permettez de le dire. Mais allez-y, c'est pourquoi nous sommes là, allez-y. Oui, si tu veux rentrer dans le gouvernement, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, tu vas au mangeoire ou bien la mangeoire, tu vas aller manger. Quand ils ont commencé cette culture-là, les gens ont peur de rentrer dans le gouvernement. Et ce n'est pas de rentrer individuellement. Il faut rentrer par une concession de toute l'opposition. Est-ce que vous voyez? Vous aurez plus la force. Monsieur Adolphe. Oui. Est-ce que vous ne remarquez pas que dans toute la région ouest africaine, dans toute l'Afrique, partout où il y a alternance,
celui qui est arrivé au pouvoir a travaillé avec le pouvoir sortant. Vous n'avez pas remarqué? Je vous donne des exemples. Prenez le cas du Burkina Faso. Toujours à mes amis, j'ai dit regardez au Sénégal. Au Sénégal. Ouad était dans le gouvernement, Ouad était président de l'Assemblée, Ouad a travaillé avec Dif. Beaucoup. Regardez celui qui a remplacé Ouad, Macky Sall. Voilà. Même au Burkina. Regardez le Burkina. Il était proche du pouvoir. Oui. Regardez le Bénin. Regardez le Bénin proche. Oui, exactement. Je dis toujours à mes camarades que ce que nous avons fait de mal au Togo, c'est-à-dire il y a problème de mésentente, problème d'ennemis. Et ce n'est pas une très bonne chose. Aujourd'hui, si dans la diaspora, il y a quelques gens qui toujours disent il faut aller tirer, il faut faire ceci. Je dis non, pourquoi vous cherchez à comment on dit ça, à mettre les choses plus dangereuses. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut que nous soyons proches du pouvoir. Mais comment? Ce n'est pas d'aller demander des postes par ici, ce n'est pas ça qu'on veut. Mais l'opposition, dans la totalité, avec une tactique donnée, peut dire nous devons rentrer dans le gouvernement pour dire aux soldats, aux généraux, nous sommes les frères et sœurs. Commencez par tisser des relations. Si on faisait cela il y a longtemps, aujourd'hui, le problème du Togo va trouver sa solution très facilement. D'accord. Je crois que monsieur Kenao, avant de pouvoir clore ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui est long, si nous voulons continuer d'analyser le discours de Florian Singbe, on va passer au moins près d'un an. Parce que c'est un discours qui nous a laissé un peu perplexes. Alors, dans ce même discours, le président Faure parle de la jeunesse togolaise qui a un dynamisme et d'engagement. Et il dit que cette jeunesse doit être soutenue et puis accompagnée au cœur même des interventions de l'État. Et il a dit qu'il demeure persuadé que les solutions les plus pertinentes aux problématiques de l'éducation, de l'emploi et de l'intersection des jeunes sont celles qui sont nourries par leur propre réflexion et contribution. Nous savons qu'aujourd'hui, au Libéria, c'est la jeunesse qui a fait élire George Weah. Nous savons que cette jeunesse aujourd'hui, si elle n'a pas d'avenir, ça veut dire que le peuple en lui-même ne va pas exister. Cette même jeunesse dont il est en train de parler, c'est elle qui marche aujourd'hui. Comment M. Faure pourra arriver à décarcasser, si on peut le dire, le problème de cette jeunesse pour qu'elle puisse réellement être contente, se retrouver chez elle et avoir du boulot? Parce que ceux qui sont, les jeunes Togolais qui sortent d'aujourd'hui n'ont pas de boulot. Ils prennent les émigrants, M. Kenao. Le problème de la jeunesse togolaise n'est pas un phénomène togolais. C'est un phénomène mondial. Partout où vous passez, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Libéria, au Sénégal, au Gabon, la jeunesse n'a pas d'emploi. Ce n'est pas le Togo seul. Et Florian Singbe, il est président, il ne peut pas résoudre ce problème-là en 2018 ou en 2019. Non. Parce que il n'y a pas en Afrique le secteur privé. Tout le boulot, tout le travail est fourni par le gouvernement. La fonction publique. La fonction publique. Or, une fois que vous rentrez dans la fonction publique, il vous faut au minimum 55 ans pour aller à la retraite. Et encore pour entrer dans la fonction publique, il y a des critères qu'il faut remplir. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque année, combien de personnes vont à la retraite? Pour les remplacer, je prends le cas du Togo. Je vous dis que la maîtrise au Togo, elle est dans toute famille au Togo, il y a un maîtrisard. Le minimum. Dans toute famille au Togo, il y a un maîtrisard. Alors dites-moi, il y a des centaines de milliers de maîtrisards par an au Togo. Combien de personnes vont à la retraite? Ils sont toujours là. Est-ce qu'ils bougent pour céder la place à la jeunesse? Une vingtaine.
Donc ce problème, Ford ne peut pas le résoudre en 2 ans. Non, Non, mais vous allez le voir, on va attaquer tout à l'heure le problème de Weah. J'arrive. Voilà. 2. Ford ne trouve pas, Serge, je te parle en tant qu'ami et frère, Ford ne trouve pas que ceux qui marchent là sont tous des diplômés chômeurs. Ils ne trouvent pas. Eux, ils trouvent que ce sont des gens ramassés dans les rues. Vous comprenez? Parce qu'ils se disent que quelqu'un qui a souffert, qui a travaillé, qui a souffert, qui a fréquenté, ne peut pas prendre sa vie pour exposer comme ça. Il y a ce petit calcul-là que eux, ils font. Mais tout compte fait, un jeune, c'est un jeune. S'il y avait du travail, même celui qui n'a pas été à l'école peut être un planton, peut essuyer, peut nettoyer les escaliers. C'est du travail. C'est une occupation, vous comprenez? Donc, la jeunesse, c'est une force dynamique dans le développement d'une nation. C'est une force dynamique. Et c'est là que je dis au gouvernement togolais d'arriver à revoir son système éducationnel. Parce que le système éducationnel est disproportionnel par rapport à la réalité sur place. Le temps des diplômes sur le banc est révolu. Il faut que le diplôme marche avec la pratique. Voilà. D'accord. Il faudrait que le diplôme marche avec la pratique. Sans cela, nous allons quand même rapidement parler de George Weah. Monsieur Adolphe. Adolphe? Oui, monsieur Serge. Adolphe? Oui, monsieur Serge. Si vous n'entendez, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne passe sur le volet du Libéria? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, au Togo, comme dans les autres pays africains, vraiment, la jeunesse souffre. Mais moi, je dis que si on a la volonté, on peut trouver des solutions à cela. Tout d'abord, il y a des gens qui, dans la fonction publique, cumulent beaucoup de fonctions. Une personne peut accumuler 2, 3, 4, 5 fonctions. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça, c'est un problème qu'il faut revoir. Parce que quand tu as 3, 4 fonctions, alors que si tu occupais une, 2, 3 personnes peuvent prendre les autres places. Déjà, ça réduit quoi? Le chômage. De 2. Mais par exemple, l'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école au Togo. Il n'y en a pas. L'école primaire. Il n'y en a pas. Il faut voir comment les gens marchent, les enfants marchent des kilomètres pour pouvoir aller à l'école. Si on créait ces écoles, si on créait des écoles, pour qu'au moins tous les enfants puissent avoir accès à l'éducation, il faut engager les enseignants. Il faut engager, même pas juste les enseignants, il y a des conseillers, il y a beaucoup de choses, personne qu'on peut engager. Moi, je disais que si il y a quelqu'un de bonne volonté qui prenait le pouvoir en Afrique, que ce soit au Togo ou au Bénin, et ils veulent mettre en place une bonne structure pour créer et les écoles et les hôpitaux, mon frère, on cherchera même les gens dans les autres pays pour venir travailler. Parce qu'ils ne sont pas nombreux. 7 millions de population et 2 millions à l'étranger, donc il reste 5 millions. Il inclut les enfants. Est-ce que vous me comprenez? Bon, si on parle de la décentralisation, par exemple, si on décentralise les préfectures, ou dans chaque préfecture, il faut engager les gens pour prendre soin des routes, par exemple, pour prendre soin des eaux, pour prendre soin de l'école, pour prendre soin de ceci. On va engager beaucoup de jeunes. Et aussi, comme le frère Kinao l'a dit, le secteur privé est important. C'est très, très, très important. Il faut libéraliser les choses. Il faut aider les gens à créer leurs propres choses pour engager les employés. C'est aussi important. Mais c'est comme en Afrique, on s'en fiche, on s'en fout de tout ça là. On dit qu'il n'y a pas de travail. Mais nous pouvons créer le travail. Que ça soit secteur public
secteur privé. C'est ce que je peux dire. Merci. Merci donc, mon cher Adolphe. Je crois que rapidement, on va parler du Libéria parce qu'on a parlé de la jeunesse. Vous savez que le président du Libéria aujourd'hui, il s'appelle George Weah. Je voudrais qu'on l'appelle comme ça, au lieu de mettre George Opan Weah, parce que quand on dit George Weah, ce nom encore plus, ça sonne encore plus. Monsieur Kenao. C'est ce nom-là qu'on a connu. C'est ce nom-là qu'on a connu. Ouais. George Weah prend le pouvoir. Je peux l'appeler maintenant Monsieur le Président. Le président George Weah prend le pouvoir et il sait réellement comment il est arrivé au pouvoir. Ouais. Il sait réellement qui l'a mis au pouvoir. Ouais. Et il a dit il faudrait que toute la jeunesse, même où elle se trouve à la diaspora, elle rentre. Et avec la jeunesse, il va travailler. Alors comment George Weah pourra quand même réussir son pari? Voilà, il a besoin de vos conseils, hein, il a besoin de nos conseils. Donc il faudrait que... J'ai déjà dédié toute une émission à George Weah. Et cette émission, elle est suivie largement par la communauté du Libéria, aussi, ici aux États-Unis. Ils l'ont beaucoup, quand même c'est en français, ceux qui ont eu à faire la zone francophone. Mais je vous en prie, George Weah parle bien le français. Oui, et si vous allez comprendre. Voilà, pour répondre à votre question, vous savez, j'ai été très content de l'élection de George Weah. Pour une simple raison, qu'il y a eu rupture systématique entre élire quelqu'un qui n'a pas un diplôme de Harvard ou un diplôme de Sorbonne. C'est la première fois en Afrique qu'on a élu quelqu'un. Un joueur. C'est ce que je dis. Quelqu'un qui n'est pas issu d'une université. Un joueur. Tu sais, ça donne l'espoir à tout Africain, qu'il soit paysan, qu'il soit commerçant, qu'il soit ouvrier, qu'il soit artiste peintre ou chanteur, qu'il peut être président de son pays. Je vous dis qu'avant George Weah, personne de cette catégorie ne pensait être président. Puisque on se disait, oh, je n'ai pas un doctorat. Et ceci-là, George Weah va faire tout et tout et tout pour réussir. Mais s'il réussissait, ça voudrait dire que c'est la fin. C'est la jeunesse maintenant qui doit prendre l'Afrique en main. C'est la fin de ces soi-disant des bijotivores, des venus de France là. C'est la fin. Et des gens, depuis, on n'est pas encore nés qui sont dans la fonction publique et qui sont toujours là-bas. Moi, je vais parler du Togo. Hein? Oui, et on dit toujours quoi? On dit toujours qu'il a l'expérience. Il connaît bien le milieu. Mais c'est ça. Ça veut dire que l'expérience ne s'achète pas. L'expérience, c'est ce que vous faites tous les jours. C'est ça l'expérience. Donc George Weah, président, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce que je dis. Il fait appel à la jeunesse. Moi, je dis, faire appel à la jeunesse, ce n'est pas nécessairement d'aller faire appel à ces étudiants, à ces graduates de quoi, docteur, quoi. Non! Qu'ils prennent des jeunes qui réfléchissent, s'il vous plaît. Moi, j'ai dépassé déjà le niveau de diplômé de Harvard, de diplômé de doctorat en quoi, non. On n'a plus besoin de diriger un groupe, c'est le wisdom. La sagesse. C'est la sagesse divine. Je le répète. Mon papa, mon grand-père n'a pas mis pied à l'école du blanc. Mais quand il vous tranche un litige, un problème, vous pouvez aller voir le plus grand juge de ce monde. Il ne le fera pas comme ça. Il ne va pas le rendre autrement s'il veut être honnête. Diriger, ce n'est pas nécessairement le papier. Diriger, c'est ce que vous avez en vous comme qualité, comme potentialité de faire quelque chose bien
et de le faire toujours bien. C'est ça qui fait de vous un homme intelligent. Ce n'est pas bûcher le livre de quelqu'un pour aller déverser. Ce n'est pas aller rester, quelqu'un va vous indoctriner avec ses idées, ses pensées, pour faire de vous un homme intelligent, pour diriger un pays. George Weah, sur le terrain, dans quel livre George Weah a appris qu'il pouvait aider l'équipe nationale du Libéria quand le pays était en guerre? Dites-moi, dans quel livre il a vu ça? Mais sa sagesse lui a dit, bon, je suis en avance sur les autres. J'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Et je suis libérien. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays? Il a dit, bon, l'argent que je gagne, je vais mettre ça au service de mon peuple. Les joueurs, je vais les faire venir, je vais les loger, nous allons jouer les matchs de notre pays. Il a fait. Ça, ce n'est pas dans un livre que tu vas voir ça. C'est l'intelligence. Mais c'est ce que je veux dire, c'est le leadership. Monsieur Kenao, est-ce qu'on peut prendre... Parce que les gens disent que George Weah n'a pas de diplôme. Mais quand on voit George Weah, il est encore plus intelligent que tous ces présidents qui ont gouverné, dans la mesure où on ne peut pas prendre un fou pour le déposer sur le terrain pour aller gagner des mathématiques qu'il est en train de faire millimétrées. Bon pouvoir. J'allais te dire, s'il n'a pas une intelligence, s'il n'était pas intelligent, je vous dis, pour dribbler quelqu'un, on a des économistes qui ne peuvent même pas se démarquer. On a des économistes qui ne peuvent même pas se placer sur une feuille. Des économistes sur une feuille pour dire que si je suis dans telle position, le franc CFA va augmenter ceci. On n'a pas. Vous allez nous excuser, mais s'il faudrait qu'on dise la vérité. Mon cher Kenao, on n'a pas. Même le pont, pour construire le pont, on va chercher les Chinois, alors que vous avez formé au Togo comme partout des ingénieurs. Éponge Soché, qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux? Qu'est-ce qu'ils font? Ça, vous allez me dire qu'on dit qu'eux, ils sont intelligents. C'est ça l'intelligence? Donc, George Weah est venu nous prouver qu'un footballeur togolais ou gabonais ou béninois ou sénégalais peut être président s'il est intelligent. Et de deux, que George Weah réussisse avec ces jeunes-là. C'est ce que je disais. Il y a des jeunes à l'heure actuelle qui sont des informaticiens, de grands informaticiens, qui peuvent décoder tout en Afrique. Mais ils n'ont pas été dans les universités. Ceux-là ne veulent pas les engager parce qu'ils n'ont pas le petit papier là. Même un Togolais qui a fabriqué le téléphone, il allait maintenant le mettre en service au Sénégal. Voilà. Vous voyez, est-ce qu'il a un gros diplôme? Non. Tout ce monde-là, on doit les utiliser. Et si George Weah les utilise comme ça, il y aura d'abord peu de problèmes parce que les responsables des universités des Blancs ne viendront pas lui dire que oh, c'est celui-là que nous pensons qui peut être là-bas et faire l'affaire. Alors que chaque fois que l'étranger vous dit que mettez celui-là, il est intelligent, il est diplômé, c'est que c'est leur pion. Il vient, c'est pour vous détruire. C'est comme de la combustion lente. Vous connaissez, les chimistes connaissent ça, la combustion lente. C'est-à-dire que ça allait là-bas, vous croyez qu'il n'y a rien, mais ça vous brûle, ça vous grignote, ça vous mange. Hein, petit à petit, finalement, c'est parti. Toute la partie est foutue. C'est ça. Donc, si George Weah peut travailler avec des gens concrets, avec la jeunesse consciente, je dis jeunesse consciente, c'est là qui pense Libéria Fest. Libéria Fest. Libéria Fest, il va réussir. Merci, donc, mon cher Kenao. Mon cher Adolphe, je crois qu'on parle maintenant de George Weah. Et je ne vais pas vous surprendre. Je pense que vous êtes quand même un grand diplômé. Et George Weah comprend bien le français, mais je voudrais que vous nous parlez un peu de l'anglais. George Weah a dit, I'm elected. I'm going to help the youth. How George Weah will implement this strategy to help the youth and make Liberia or Africa great again. The African dream we are looking for. Okay. First of all, I agree totally with my brother Kenao. George Weah was born to poor family, and then he understood how to be poor, how to suffer, and then by growing up, I will say, he said, okay, he had talent to play football.
He didn't go to school first to learn that. So he had to understand there are a lot of children, there are a lot of youth who have those kind of talent right now somewhere in the remote area in the country that he can discover. But before he can do that, I know he is a humble man. He will let himself to be changed by his actual or his recent status because he becomes president. So I don't care, but I can't go down or look for those kind of guys. No. And Yves Kinao gave a lot of example about how some people, even in Togo, have created things that don't even go to school to get the degree. Okay. So I know myself, I was born to poor parents. I was born in little village, and I didn't have a school in that village. I have to walk many miles to go to school. Today, I thank God we have a school there because God bless us to be here in America. So George Weah, by being a president, will understand better the situation of poor people, poor youth, poor children. Come down to say, if this country will become a developing country tomorrow, we have to start from the little guys who are so smart, intelligent, but don't have money to go to school. They have a lot of talent. Let's help them. We have to start from them. Also, he had to think about education. Which kind of education they have in Liberia? I know it's kind of the same in all countries in Africa. In Togo, you go to school, you memorize everything, and then you pass. That's it. But we have to change the education system. That's what he had to do to make education practical. Practical. And then start helping them. If any young boy, girl has a talent and start creating something like a computer. I know somebody did in Togo, and now I hear the Chinese are sponsoring him. Why? There are a lot of people in Togo, billionaires, to take over of that and help him, and Togo will go forward. So George Weah will understand that, to know that it's not every time we need Chinese, we need American, we need people from Europe to help those young people. No, he got chance to be discovered by Leroy. But we don't need to be discovered by people from other countries every single day. We as African and he as president of Liberia, I know he is an example for the young people in Africa. So let me add this to it. Being a president, he helped a lot of young people to have their mentality changed. That they don't need to have doctorates, to have masters. Having those there, so it's good. It's good. It's good to have diploma. I love that. But you don't need that necessary before you can lead a country, change a poor country into rich country, to change undeveloped country into developed countries. Is the wisdom, like Yves Kinao said, is also the heart and the fear of God. That's what I can say. Thank you. Thank you, Mr. Adaga. And then also, George Weah was talking about the corruption, and you know that in Liberia, this is a main point. How can he eradicate, corruption? Do you have any plan for George Weah? Because, we really need Liberia to stay away from corruption, like other countries too. Yes. First of all, to get rid of corruption, we need justice. You need to establish justice in every cities. In Togo, we talk about prefecture. Over there, I don't know how it is. And then have judges who are loyal, who has a great integrity, and set up the law that you steal money, you go to prison. You
steal money, you go to prison. They have to start to audit people to see what you have now. How many years are you working to get this kind of wealth? If he want to do it, he can do it. Because in America, you can steal the money 10 years ago, they're gonna take you. They're gonna get you. Why? It's the justice system, and they're willing to do it. And I pray that he has a good team behind and around him. Those who will be loyal people, those who will have a good heart, not to steal money, not to do this and that. But if he has that kind of heart, he will be able to do it. Thank you so much, Mr. Adolphe. Ladies and gentlemen, this is Serge Nyawa. And stay tuned because next week we are going to bring Mr. Al Jerome Anassad Chedi. He is a friend of George Weah. He's going to tell us, more about what George Weah should do to make Liberia great. Because if George Weah succeeds this plan, we are safe in Africa. Our dream will be African dream. Monsieur Kenao, ouais. Je crois que vous avez écouté notre ami Adolphe Danga. Je l'ai surpris tout à l'heure parce qu'on parlait du Libéria. Ouais. Il fallait qu'il s'insigne pour que tous les Libériens aujourd'hui qui nous regardent puissent comprendre et dire que Tempo Afrique, nous faisons tout en tant que francophones. Voilà. Mon cher Kenao, est-ce que vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ce qu'il vient de dire et de la corruption que M. George Weah veut éradiquer aujourd'hui au niveau du Libéria? Voilà, vous savez, c'est une ambition très noble. Mais franchement, je me pose la question s'il peut faire grand-chose. Peut-être qu'il va freiner, mais il ne peut pas éradiquer la corruption au Libéria. Non. Parce que l'Afrique n'a rien fait. Voilà, le Libéria, non seulement ça, le Libéria est voisin du Nigeria. Vous comprenez? Et même de la Sierra Leone. De la Sierra Leone. Or, cette région anglophone est une région corrompue. Parce que chacun vient faire son business, donc il faudrait que les choses passent en dessous. Voilà, c'est un coin de business. Bon, mais il ne pourra que freiner l'élan. Vous comprenez? Si George Weah peut freiner l'élan de la corruption, celui qui va prendre la place de George Weah, si lui aussi il freine la corruption, peut-être qu'après trois présidents, la corruption sera éradiquée. Mais est-ce que vous ne voyez pas que George Weah, la manière qu'il va s'entourer des jeunes, la manière qu'il va demain éradiquer la corruption, va faire de lui-même un président peut-être à vie, même les libéraux vont lui dire, restez là pour qu'on puisse continuer. Voilà, non, tout dépendra de ce que George Weah va faire comme travail. Je vous dis, tout dépendra. D'accord. Tout. Je pense que sans te mentir, George Weah a un avantage sur les autres. Il est soutenu par la jeunesse. Très intelligent. Ça veut dire que il a la force pour le pousser jusqu'à là où même il veut aller. Là où il veut aller. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui. Jusqu'à ce que cette jeunesse-là ne vieillisse, il est loin. Vous comprenez? Donc s'il réussit, s'il reste dans la lignée dans laquelle il est arrivé, la vision avec laquelle il est arrivé, je lui va faire un bon travail. Mais comme on le dit, mais quand il va commencer par rencontrer ses confrères de, comment vous l'appelez, de CEDEAO, de l'Union africaine, je ne sais pas comment il va réagir. J'attends ça. D'accord. J'attends qu'il rentre dans le cercle des amis de l'Union africaine et de la CEDEAO pour voir comment il va réagir. Bon. Thank you so much. Mr. President George Weah, the African youth is watching you. You have been elected the president of Liberia. We are so proud of you. You have to be careful about what we're going to call ECOWAS. If you enter in this circle and after that you can be stuck there and you cannot move Liberia forward, now you get the problem. And we don't want you to get the problem. The youth is supporting you. The youth want to work with you. We want work with you, and we are so proud of George Weah, who will be the president, the life president in Liberia, if you have the plan to raise
Liberia and make Liberia great again. Yeah. Monsieur Kenao. Dis-lui encore on veut qu'il fasse la différence en rentrant. Lorsqu'il va être avec ses frères, ses confrères de l'Union africaine, d'être proud d'abord de penser que Liberia fesse. Liberia is fesse. Mr. George Weah, you have to be smart. You have to be careful. Be careful with the African Union. We don't want these people to make you very, 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 put you down and you cannot move forward. Because we have seen African Union, they cannot fix any problem because they are not depend on themselves. They are depend from West. And we are supporting you. Mon cher Kenao, je pense que Georges Weah a compris. Notre frère Adolphe est là? Oui, monsieur Adolphe est là. Monsieur Adolphe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Monsieur Adolphe Danga. Oui, je suis là. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne passe sur un autre chapitre pour la fin de cette émission? Oui, bon, c'est pour donner un petit conseil au président Georges Weah. C'est vrai, je sais qu'il va beaucoup travailler et il va inspirer beaucoup de jeunes Africains. Mais je suggérerais que, quelle que soit la manière dont il va réussir dans son fauteuil présidentiel, il faut qu'il fasse les 2 mandats et partir. Comme Hélène l'a fait, quel que soit, même c'est des miracles, je ne sais pas comment, il faut, s'il finisse, s'il a gagné encore pour 2e mandat, à la fin du 2e mandat, qu'ils disent c'est fini pour moi. Même la jeunesse peut dire qu'il faut continuer. Non. Il a donné le premier exemple maintenant d'être un très jeune président, mais il faut qu'il donne encore un autre exemple de partir après avoir fini ses 2 mandats. Ça va lui donner plus d'honneur que de chercher à rester là-bas plus de 2 mandats. Merci. Merci donc, monsieur Danga. Est-ce que vous pouvez rapidement regarder la caméra devant vous et dire à Georges Weah en anglais ce conseil? Parce que c'est beaucoup important. Oui, Mr. President George Weah, we thank God for your life to become a president of Liberia. And I know you are so young, you did a lot for your country, and now the youth are behind you. They voted you, you become the president. We are so proud of you. I know you're going to do a good job to put Liberia first and put Liberia forward to become a great nation in Africa. But let me tell you something. We as youth, we are really inspired by you. And we want you to be successful in this job. It's not an easy job. You're going to be surrounded by many people. You might have a good heart, but people will try to corrupt you. They will try to change you. Don't accept that. Pray, Lord, God will guide you. And then I know that if you do well, and I'm sure you're going to do it, second term, you're going to win. But at the end of second term, no matter how great, good, wonderful you do over there, if your surroundings or even youth, they say, keep going, please say no. You set a great example for us to become a president, and now we know we can come from nowhere to be successful like you are playing soccer, that we call football generally, and now you become a president. We are inspired knowing that anybody can become a president. But we want you to set another example that at the end of your second term, say no more third term for you. That way, you're going to become an ancient president, but great presidents, great ancient president or ex-president. So
you're going to inspire us again by doing that. Don't try to do 3 terms. No matter what somebody will tell you, don't accept that. Thank God for your life. God will be with you. If you need us, Africa, the Temple Africa TV is here to support you if you're doing good things. So if you need us, don't hesitate to call us. We're here to help. Thank you. Thank you, Mr. Def. I hope the President George Weah. Thank you. I hope the President George Weah will take this advice and make Liberian great. Thank you so much, Mr. Adolphe. Monsieur, mon cher Kenao, je crois qu'on va faire maintenant, c'est le dernier volet, on va faire la différence entre le président Faure Gnassingbé et Joseph Kabila. De l'autre côté, vous voyez déjà, je ne vais pas rentrer dans ces différences, mais je vous laisse dans un premier temps. Non, mais moi je trouve une seule différence. Bon, un seul point commun entre les deux. Oui, le point commun, la différence. Je commence. Allez-y. Le point commun, c'est que tous sont restés longtemps au pouvoir. Kabila est arrivé en termes de son mandat l'année passée et il est toujours là. Faure Gnassingbé a fait 2 mandats, il termine. Il a entamé un autre. Précisez que Kabila ne veut pas organiser les élections. Attends, il a entamé un autre. Sur ce point, c'est leur point commun, ça. Faure est resté longtemps au pouvoir, 12 ans. Kabila, lui, il a fait 17 ans. Et il veut encore continuer un 4e mandat. Il veut encore continuer. Faure ne le dit pas clairement. Mais pour le moment, Faure continue. Mais Faure, même s'il ne dit pas, les réformes constitutionnelles, on n'en a pas fait. Et encore une fois de plus, rien n'a été fait. Pas de dialogue. Voilà, c'est ça leur point commun. Mais en dehors de ça, ils n'ont rien de commun. Donc la différence qui est plus encore... La différence, c'est que Kabila n'est pas congolais. Faure est togolais. Donc Kabila, Faure, lui, peut avoir pitié au moins des Togolais. Des Togolais. Bon, 1. 2. Au moins, Faure dirige le Togo. Kabila ne dirige pas le Togo. C'est le Rwanda qui dirige le Togo et le Congo. Tu vois, c'est ce que je peux dire pour le moment. Au niveau de choses, disons que tous sont arrivés de père en fils. Hein. Kabila aussi est arrivé de père en fils. Faure aussi est arrivé de père en fils. Bon, c'est un autre point commun. Sinon, en dehors de ça... Donc, on peut les qualifier de... Comment je peux appeler ça? Des dictatures héréditaires. Ok, ouais, si tu veux, on peut les qualifier comme ça parce que les deux sont venus de la succession parentale. D'accord. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. Alors, au vu de ce que vous venez de dire, quelles sont les prérogatives, les stratégies que l'opposition peut mettre en place réellement pour se satisfaire vis-à-vis de cette différence? Tu sais, j'ai toujours dit, je le répète encore, les exemples que j'ai connus... C'est pourquoi on vous appelait, parce que donne-nous du nouveau, voilà. Monsieur Kenao. Non, je le répète encore jusqu'à ce que ça rentre dans une oreille ouverte. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça ne rentre que dans des oreilles sourdes. Je vous dis que le système dans lequel le monde actuel est, à moins que vous ne changez le système. Si vous ne le changez pas, alors vous devez aller avec ce système. Vous devez travailler selon le système si vous voulez avoir de succès. Le système est tel que si on ne vous connaît pas, si on n'est pas sûr de vous, si on n'a pas confiance en vous, on ne vous donne pas la direction d'un pays. Point. Tiré. Donc vous voyez. Allez-y. Et c'est comme l'opposition togolaise. Elle joue juste le contraire du système actuel. C'est-à-dire quoi? Elle ne veut pas se faire connaître. Elle ne veut pas avoir la confiance, qu'on ait sa confiance. Et elle veut diriger. Donc comment elle va se comporter? Et il faut qu'elle se comporte d'une manière que ceux-là qui mettent, qu'on le dise ou pas, c'est quelqu'un qui met le président africain au pouvoir. Hein. C'est un système qui met le président africain au pouvoir. Hein. Et on nous fait, nous autres, jouer le théâtre de ce que j'appelle aller voter. Nous, peuple, nous jouons le jeu. Mais eux, ils savent déjà qui
un président. Donc, que l'opposition, si elle veut arriver au pouvoir, qu'elle joue au moins à ce jeu-là. Rentrez dans le gouvernement, vous tous, collectivement. Au Togo, quand un rentre, on le torpille, on le sabote, on dit qu'il va au mangeoire. Mais alors que les autres sont à l'Assemblée nationale, ils prennent l'argent de cette même mangeoire. Quelle est la différence entre être ministre dans un gouvernement et être à l'Assemblée nationale? Vous tous, vous êtes payés par le Togo. Quelle est la différence? Que tous les opposants, je ne parle pas des membres de l'opposition, les leaders de l'opposition. Les leaders de l'opposition sont à l'Assemblée nationale. Pourquoi les leaders de l'opposition sont-ils à l'Assemblée nationale? Et ils ne veulent pas être au gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font pour changer un peu la vie des pauvres citoyens? Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a de grandes perdièmes. On les paie bien. On les paie bien à l'Assemblée nationale. Pourquoi ils prennent l'argent de l'Assemblée nationale que le contribuable togolais paie? Et on refuse de rentrer dans un gouvernement où on a la chance, comme mon ami Adolphe l'a dit, d'avoir contact, des relations avec les autres décideurs. C'est comme un match de football. Deux finalistes. Voilà. Et on verra celui qui va gagner. Aucun fondateur, aucun créateur d'une société ne peut engager un manager, un comptable sur lequel il n'a pas confiance. Un comptable avec lequel il n'a jamais travaillé. Mais ici, on parle d'un pays où... Le pays, pour ces pays développés là, le Togo par exemple, pour ces pays développés, c'est une entreprise. Et on ne peut pas engager un manager de cette société si on ne le connaît pas, si on n'a pas confiance en lui. Et c'est justement ce qui se joue. On n'a pas confiance aux opposants togolais. On ne les a jamais vus à l'œuvre. Alors que si à Tchadam, un ministre des Affaires étrangères, à Tchadam sort, il rencontre les autres ministres des Affaires étrangères, par exemple des États-Unis, de la France. On a vu hier M. Kenao, M. Nuko Kapo, hier qui est venu au Togo pour sauver la population togolaise, sinon l'Afrique. Mais où il est aujourd'hui? Je vais te dire une chose. Quand vous rentrez, quand vous faites des choses individuellement, on peut vous casser. Je te dis, et j'ai foi, je vous dis, je le répète, je le parle d'une manière, je suis très sûr que c'est le seul salut pour l'opposition togolaise d'arriver un jour au pouvoir. Ça, je le dis. Ce n'est pas chose, c'est une prophétie. Vous qui me suivez là, je vous dis en même temps, c'est une prophétie. Et ça va arriver. Si vous ne rentrez pas au pouvoir, en ce moment où je vous parle, dans le gouvernement d'union qui sera créé, si les dirigeants de l'opposition togolaise refusent de rentrer, c'est la fin. Je vous dis, force sera au pouvoir jusqu'au jour où il est fatigué. Rentrez dès maintenant, c'est l'occasion. C'est le tournoi. Si vous ne rentrez pas, c'est fini. Je ne dis pas de rentrer. La finale, hein? C'est la finale. La finale. Je ne demande pas à un seul dirigeant de rentrer. Je dis toute la coalition des 14 partis politiques rentre dans le gouvernement d'union. Je ne parle pas de leurs représentants. Je parle des leaders, s'il vous plaît. Des leaders. Des partis politiques. Des partis politiques. Ils sont là, ils discutent avec Fort. Mais s'ils demandent à rencontrer Fort eux-mêmes personnellement, mais s'ils rentrent dans le gouvernement, ils ont Fort avec eux chaque mercredi au Conseil des ministres. Mais c'est ce que M. Flo a dit, qu'il a de bonnes relations avec Jean-Pierre Fabre. Hein? S'ils rentrent dans le gouvernement, chaque mercredi, ils sont en Conseil des ministres avec Fort. Ce qu'ils ont à dire, ils le disent en même temps. Maintenant, ils cherchent à rencontrer Fort, lui-même pour le dialogue. Mais s'ils demandent à Fort, nous voulons travailler avec toi tous les jours. Quel est le problème? Mais ils sont à l'Assemblée. C'est ça que je ne comprends pas. Et au même moment, on demande son départ. Au même moment, et je vous dis ceci aussi, chers Togolais. Regardez à côté le Bénin. Talon a travaillé avec Yaya Boni. Talon au Bénin. Au Ghana voisin. L'actuel président, avant d'être président, il a travaillé avec l'ancien président ghanéen.
Mais chaque fois, vous nous citez des exemples des pays voisins. Et vous vous étonnez comme quoi c'est le Togo seul qui a pas appartenance. Mais justement, parce que le Togo ne veut pas faire comme les autres pays. Au moins, pour une fois, au moins pour l'amour de Dieu, une fois en passant, changeons de comportement. On a joué la même musique durant 27 ans. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'on va continuer par la jouer? Si vous n'êtes pas fatigué d'écouter la même musique pendant 27 ans, moi, Yves Kenao, je suis fatigué d'écouter cette musique-là pendant 27 ans. Et on a un danseur seulement qui danse bien. Et ce danseur continue de danser bien. De danser bien. Et la preuve, le type s'en fout. Il nous dirige. Est-ce qu'il calcule l'opposition? Il nous dirige et il va continuer par nous diriger. Ou l'opposition nous trompe. Et c'est elle qui soutient fort au pouvoir et elle nous fait croire qu'elle s'oppose à lui. Parce que si elle ne rentre pas dans le gouvernement cette année-là, c'est que cette opposition-là, c'est elle qui met fort au pouvoir. C'est elle qui maintient fort au pouvoir. Ça, je vous le dis. Si l'opposition ne rentre pas, moi, je dis que c'est elle-même qui maintient fort Gnassingbé au pouvoir. Je vous remercie. D'accord. Vous n'allez pas nous remercier parce que vous êtes là pour cela. Vous êtes là pour cela. Rester des intellectuels et faire les mêmes erreurs durant 27 ans. Oh non, on ne rentre pas. En 91, on allait aux élections de 93, élections présidentielles. Les gens, on arrive à avoir un candidat à la dernière minute, on nous dit que l'opposition retire son candidat. Et le papa Gnassingbé seul va aux élections, il est président de la République. On dit, oh, nous, on ne le reconnaît pas. Et le gars nous a dirigé jusqu'à sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, hein? Jusqu'à sa mort. Et à quel jour on joue? À quel jour on joue? Si elle ne va pas, c'est qu'elle-même, c'est elle qui maintient fort Gnassingbé au pouvoir. Ça, je vous le dis. D'accord. Qu'elle me prouve le contraire. Sinon, c'est elle. Je vous donne un autre exemple. Allez-y. Elle a crié qu'il n'y aura jamais de référendum. Tu sais pourquoi aussi ce dialogue-là ne vient-il pas? Parce qu'à l'heure actuelle, toute l'opposition est en train de faire les calculs électoraux de ces législatives. Elle a déjà oublié le dialogue. C'est les calculs électoraux de choses, des législatives. Hein? Moi, ça me fait peur. Elle veut se prévoir sa place. Parce qu'il faut gagner aussi. Voilà, au moment où les gens vont dans les rues en train d'être tués, eux ils ont leur argent ici. Est-ce que tu vois comment faut en train de manipuler intellectuellement ces gens-là? L'opposition? Mais non, pour ça je vous dis, cette fois je regarde, je dis mais c'est pas possible. À l'heure actuelle, ils ne pensent même plus à ces marches-là. Ils ne pensent même plus à la révolte. Ils ne pensent qu'aux législatives. Hey. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Oh, en allant aux législatives, Fort va les battre. Fort va les battre. Et s'ils vont, oh, ils ne diront non plus non. Ils vont aller, ils ne diront plus non. Ils vont aller et Fort va les battre. Après, c'est pour aller rester dans un coin. Oh, nous, on ne reconnaît pas ces législatives. Et il va ont été continuer. Sans le reconnaître. Vous le reconnaissez, vous ne le reconnaissez pas. Il est là. Il va rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Monsieur Danga, est-ce que Faure Gnassingbé le président Faure Gnassingbé, ressemble à Joseph Kabila sans lui ressembler? Oui, il y a des ressemblances. Et Yves Kenao l'a dit déjà, parce que Faure est le fils d'un président. Et pour le président de Congo, regardez, bon, les gens disent qu'il n'est pas vraiment congolais. Alors, je ne maîtrise pas ça trop. Et bon, je dirais, ok, Kabila est le fils du président aussi. Maintenant, Kabila qui devait partir ne veut pas partir. Faure aussi qui doit partir ne veut pas partir. C'est vrai que pas des erreurs. Et la constitution togolaise a été changée. Et puis, il faut la main libre de continuer et pas aller comme il voulait. Regardez les ressemblances. Mais aussi, il ne faut pas oublier, il y a la violence au Togo comme au Congo. Hein? Ils battent les gens comme ils veulent. Et je viens de lire sur le Congo l'autre fois à RDC, mais c'est pitoyable. Et je pense que c'est la même chose qui se passe au Togo. Mais moi, je ne suis pas congolais, je suis togolais et je vais retourner un peu vers Faure pour dire que si Kabila n'est pas réellement congolais, lui, il est togolais. Donc,
lui et le peuple togolais sont des frères et sœurs. Donc il ne faut pas qu'il suive Kabila. Et il faut que lui change et appeler le peuple à dialoguer et à trouver une solution. Bon, la différence, est-ce que j'en trouve? Les deux sont au pouvoir actuellement. Hein? Peut-être que Kabila va partir bientôt. Bon, Faure aussi, on me demande son départ actuellement. Est-ce qu'il va partir avant 2020? Seul Dieu sait. Seul Dieu. Donc, peut-être en 2020, il va partir. Et c'est ça un peu de ressemblance et différence. Merci. Merci, je crois qu'on va passer à la conclusion parce que vous avez vraiment répondu à toutes mes questions et aussi vous avez débattu ce sujet qui aujourd'hui a été entendu par l'audience. Je pense que il va encore nous apporter beaucoup de sujets pour qu'on puisse en débattre. D'abord, M. Yves Kenao, je vous laisse la parole pour votre dernier mot. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je te remercie pour le grand travail que tu as abattu. Pour l'une des rares fois, on a parcouru tout ce qu'on nous sommes en 2018. On est en 2018. Donc il faut changer comme le caméléon. Voilà. Et je l'ai dit que même si je ne change pas les gens sur mon Facebook, il faudrait que je change des stratégies. Voilà. On est resté, on a couvert tout ce qu'on devrait couvrir. Merci beaucoup pour ça. Et puis surtout les informations que nous avons donné à partir de tes questions, ça a été vraiment très utile à tous ceux qui nous ont suivis. Tout simplement, je demanderai au peuple togolais, moi je m'adresse directement à mon peuple, au peuple togolais, et je dirais au gouvernement et à l'opposition, à chacun d'entre eux de prendre ses responsabilités, de les assumer et de se retrouver très rapidement pour le dialogue, où ils peuvent se parler, se dire tout et laisser tout, abandonner tout et repartir sur de nouvelles bases. Quand je dis repartir sur de nouvelles bases, repartir sur des bases de compréhension de tout ce qu'ils ont décidé. Tu comprends? Pour que le peuple puisse être libéré. Moi, j'appelle le peuple, c'est ce petit commerçant-là qui va au marché pour vendre. Que cela soit libre de vendre 24 heures sur 24 s'il veut. 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine s'il veut. Que le fonctionnaire puisse être payé. Parce que, n'oubliez pas, quoi qu'on dise, ces manifestations-là paralysent l'activité commerciale du pays. Ça, quoi qu'on dise, ça paralyse quelque part l'activité commerciale. Donc, je leur demande de se retrouver très rapidement pour entamer le dialogue. Le dialogue dure trop. Et si ça dure trop, il risque même d'oublier complètement ce dialogue-là. Alors, allez-y, asseyez-vous, vous êtes entre vous, frères et sœurs, asseyez-vous, parlez-vous les uns aux autres et trouvez une solution de paix et une solution durable pour résoudre cette crise togolaise. Vous savez, le Togo ne peut pas aller de crise en crise, s'il vous plaît. Et c'est tout mon souhait pour cette année. Merci. Merci donc mon cher Kenao, c'est bien dit. Je crois que les Togolais qui sont en train de regarder cette émission ont compris qu'il fallait au dialogue parce que on ne peut pas rester loin de son ennemi pour savoir comment il faut l'abattre. Mais je ne dis pas d'aller abattre fort, mais quand même c'est des stratégies pour que vous soyez imprégnés comment acquérir le pouvoir de demain. Monsieur Adolphe Danga, votre dernier mot. Oui, merci pour la parole. Je renchéris sur ce que frère Kenao a dit. Le dialogue, encore dialogue. Après la guerre, quelque part, c'est toujours dialogue. Après les querelles, c'est toujours dialogue. Après les mésententes, c'est toujours dialogue. Et c'est vrai que nous remercions Dieu, il n'y a pas la guerre civile au Togo. Mais
avec l'avènement de démocratie depuis plus de 25 ans, le Togolais est fatigué. Le Togolais est fatigué. Nos mères, nos soeurs, nos frères sont fatigués. Rien n'est impossible, rien du tout. C'est vrai qu'il y a plus de 25 dialogues au Togo. Ces dialogues n'avaient pas réussi. Parce que c'est vrai, on écrit les choses, on met dans les tiroirs. Pourtant, ne soyons pas fatigués. Aujourd'hui, on parle de groupe 14. C'est une autre chose. C'est un autre groupe. Avec Tikuya Tchada, c'est une autre physionomie. Peut-être qu'en s'asseyant maintenant, les choses peuvent aller. Les choses peuvent aller. Tous les dimanches ne se ressemblent pas. Prenons le courage pour nous asseoir, pour dialoguer, faire certaines concessions, mais trouver un point commun et trouver de la solution vraiment durable à cette crise. Et si l'opposition ne fait pas ça très rapidement, faut qu'il est en train de commencer par penser des législatives, en juin déjà. Ils vont commencer les recensements. Et ils ont commencé par constituer la CNI. Et nous apprenons que certains partis politiques commencent par envoyer des gens à la CNI. Ces partis politiques de groupe 14, vrai ou faux, je ne sais pas. Tout est possible au Togo, hein? Tout est possible. Si ce groupe s'éclate encore, c'est fini pour les Togolais. C'est fini, physiquement. Je sais que Dieu est grand. Donc, j'exhorte l'opposition très rapidement de dire au président, arrêtons ces genres de choses législatives là, assoyons-nous, donnons-lui la date, on va s'asseoir. Maintenant, on va constituer un gouvernement d'union nationale. Et comme on le disait, que tous les leaders de l'opposition rentrent dans le gouvernement. Et maintenant, commencez par parler des réformes, des élections, pour pouvoir aller aux législatives. Parce qu'en 2018, il faut législatives. Donc, s'ils ne rentrent pas dans le gouvernement, ou bien ils ne commencent pas le dialogue, faut qu'il avait peur au début. C'est comme maintenant, il a la maîtrise de la situation. Bon, selon lui, ce que je suis en train de voir, les choses peuvent changer quand même. Mais pourtant, il faut que l'opposition change de stratégie. Pas les mêmes choses chaque année, chaque jour. Il faut que l'opposition soit double malin. Vous savez, si nous avons un plan A pour quelque chose, il faut avoir aussi un plan B. Le plan A, c'est que faut partir aujourd'hui. Nous ne sommes pas Dieu. Ça peut être possible, ça peut ne pas être possible. Si ce n'est pas possible, il nous faut un plan B. Vous voyez, le plan B, c'est de s'asseoir rapidement. Commencez par parler de dialogue, faire le dialogue, commencez par parler des réformes législatives et aller aux législatives. Groupe de 14, s'ils sont unis et s'ils sont partagés les circonscriptions électorales, ils peuvent gagner les élections, ils peuvent remporter la majorité. Il ne faut pas qu'ils fassent encore l'erreur qu'ils avaient faite et Yadema, il était allé sur, il a raflé tout et il a pu changer la constitution. Si cette erreur n'a pas été faite, Yadema ne serait pas capable de changer la constitution. Donc il ne faut pas qu'il fasse encore cette erreur cette fois-ci. Merci à tous les Togolais et Togolaises qui nous suivent. Merci à vous, Serge Nyawa, pour ce que vous êtes en train de faire avec Tempo Afrique TV. Et merci mon frère Yves Kenao pour beaucoup de contributions. J'ai beaucoup appris de vous. Merci à vous deux. Merci à Malik. Malik qui est derrière là, il est en train de travailler dur. Merci à vous tous ceux qui nous écoutent en Amérique, au Togo, en Europe ou bien en Afrique. Nous vous aimons. Nous sommes ici, nous cherchons la paix pour le Togo et pour l'Afrique. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de plus.
Adolphe Danga depuis Tennessee. Oui, Je pense que vous avez compris, c'est des conseils d'usage que mes chers panélistes ont procuré auprès même de la République togolaise, auprès même du président de la République togolaise. Je pense que Flore va saisir cette occasion. Je pense que l'opposition togolaise aussi va saisir cette occasion. Et je pense que tout ira de mieux. Et si au Togo, les dirigeants sont bien contestés, Joseph Kabila en RDC a choisi de retarder le plus possible l'organisation des élections. Joseph Kabila se maintient donc au pouvoir depuis plus d'1 an et son mandat a officiellement pris fin depuis décembre 2006. Il et ses proches, je parle bien de Joseph Kabila, se sont imposés quand même le statu quo. Les manifestations contre d'autres personnes de son régime sont systématiquement réprimées, telles que Moïse Katumbi, qui est aujourd'hui à l'extérieur du pays, et M. Syndicat Dokolo, qui est un richissime, qui est traqué par la police. Au niveau de l'église catholique, M. Joseph Kabila veut diviser l'église catholique en mettant en place une stratégie, c'est-à-dire amener des armes à l'église pour traquer demain tous ces pasteurs, pour leur dire qu'ils ne prient plus, mais voilà ce qu'ils font. Donc ils seront détestés par la population togolaise, congolaise. Et il faut dire que ainsi au Togo, comme en République démocratique du Togo, la Russie semble être le dernier recours contre le régime des héritiers présidents. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que je voulais terminer ce rendez-vous de grand débat avec votre animateur principal Serge Nyawa. Je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine avec non seulement mes chers panélistes, mais aussi une nouvelle ouverture d'idées et aussi Jérôme Anastas Tchedi pour parler un peu de George Oya et des stratégies à mettre en place pour faire du Libéria le rêve africain. Malik Sall, merci et à plus tard. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.